le point de départ de ce sujet-là aujourd'hui, alors le dernier, on l'avait fait sur la nation entre communauté politique et repli identitaire, et ce soir c'est la gratuité, un projet de société. Alors, en fait, le point de départ, c'est une phrase qu'Audrey Pochon a lancée sur un débat sur l'écologie où elle parlait des incroyables comestibles, et elle a dit à un moment donné, l'idée que ça soit gratuit, la nourriture, enfin ce qu'on propose, c'est une idée profondément subversive. Et du coup, ça m'était resté dans la tête, et ça nous était resté dans la tête à tous les deux, et on s'est dit, ouais, pourquoi ils trouvent ça subversif comme idée, la gratuité? Et donc du coup, on s'est dit, ce serait bien de faire un café citoyen sur le thème de la gratuité. D'autant plus qu'on est dans un contexte général où c'est des idées qui reviennent sur le devant de la scène politique et associative de manière générale, avec l'idée plus générale de bien commun. Et l'idée qu'il y aurait des biens communs à tous, qui seraient donc gratuits ou partagés. Alors du coup, c'est là que je passe mon anecdote super intéressante. Donc j'ai revisionné il y a peu de temps une vidéo sur le sommet de la Terre de Rio de 1992, oui, où j'ai vu Ségolène Royal, donc, qui était déjà ministre de l'Environnement en 1992, et qui en 1992 défendait l'idée d'une grande convention sur l'eau, qui devrait être au même titre que la convention sur le climat qu'a donné les COP, ou la convention sur la biodiversité. Et donc, elle voulait une grande convention sur l'eau, et la France défendait ce projet de grande convention sur l'eau. Donc là, on dit c'est plutôt intéressant, sauf qu'à l'époque, elle était venue avec Vivendi, et l'idée, c'était, donc au sommet de la Terre de Rio, c'était de faire de l'eau un marché pour aider les pays en voie de développement à développer cette ressource de l'eau, à aider à mieux gérer l'eau, le recyclage et tout. Donc elle était accompagnée des représentants de Vivendi. Et en fait, à 20 ans, 30 ans même, 30 ans, 92 27. À 27 ans, à 30 ans d'écart, donc toujours ministre de l'Environnement. 30 ans après, en fait, cette idée, je pense qu'elle serait beaucoup plus difficile à défendre aujourd'hui par un ministre de l'Environnement, dans un cadre de sommet de la Terre, de défendre l'idée de venir aider les pays en voie de développement grâce à Vivendi. En tout cas, ça serait beaucoup moins défendable, et je pense que ça poserait plus de débats. Donc, parce qu'il y a cette idée de bien commun entre-temps qui s'est beaucoup développée sur les dernières années. Du coup, c'est la raison de la présence du journal Utopique, qui a fait tout un dossier là-dessus, qui est intitulé « La révolution des communs » qui est présent ici. Et c'est aussi la raison de la présence des incroyables comestibles, puisqu'eux, ils travaillent sur un partage de plants et de nourriture. Et d'autre part, on est dans un contexte général, politique cette fois, ou alors qu'on a tout qui pousse à la libéralisation, avec notamment les traités de libre-échange qui sont de plus en plus influents, le TAFTA, le CETA qui est passé dernièrement, et on voit que ça pousse à la libéralisation des services publics. Et dans le même temps, on a de plus en plus de municipalités, de collectivités ou de groupes politiques qui revendiquent le principe de gratuité. C'était le sujet du dossier du monde diplomatique que j'avais envoyé dans mail. Il y avait tout un dossier sur les politiques de gratuité qui étaient mises en place. On peut penser à la gratuité de l'eau qui est défendue au niveau européen. Il y a plein de pays maintenant qui défendent l'idée que l'eau doit être gratuite, ou la gratuité des transports qui est défendue à Aubagne. Et dans ce contexte, je trouve intéressant d'inviter un représentant du collectif qui, à Besançon, s'est opposé au passage du périscolaire du gratuit au payant. Donc, la municipalité de Besançon, depuis cette année, a rendu le périscolaire payant sur un prix qu'ils estiment symbolique, mais en tout cas, c'est passé payant. Et je trouvais ça intéressant de faire le lien entre les biens communs en général, cette idée de gratuité plutôt vue comme le sens du don, du partage, et la gratuité comme revendication politique. D'où la présence de Séverine Béziès, voilà, qui remplace Benoît Mayer-Sara qui n'a pas pu venir ce soir et qui va défendre ce collectif qui s'oppose donc au périscolaire payant, de Guillaume Claire du journal Utopique. Donc il y a plein d'exemplaires ici, vous pouvez en acheter. C'est pas cher, c'est bien. Et il y a Stéphanie Blais des incroyables comestibles, et je vais laisser la parole d'abord à Stéphanie Blais, si c'est ok, puis à Séverine Béziès et à Guillaume du journal Utopique pour généraliser sur les biens communs. Donc Stéphanie. Ok, alors moi je vais commencer sur notre engagement au sein des incroyables comestibles. Donc je rectifie Feria Potagère avant. Nous, notre travail, c'est effectivement celui d'amener, d'accéder aux gens de manière gratuite, presque naturelle, sur des espaces communs à partager.
Et on se rend compte, on s'est rendu compte, ça fait 3 ans maintenant qu'on est dans le collectif et puis qu'on met en place des jardinières et qu'on est au contact du public, que ça devient effectivement subversif. Alors pourquoi? Parce que subversif, parce on bouscule en fait le système un peu établi dans ses valeurs. Et on ne pensait pas justement pouvoir créer autant de changements comme ça, parce que gratuit en fait c'est pas si facile que ça, c'est pas si accessible que ça pour la commande des mortels, puisque est bien ancré en tout cas dans chacun d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, ce côté de la négoce, en fait, de la transaction systématique, et encore plus quand c'est de la nourriture. Donc, du coup, on s'expose presque plus à expliquer les valeurs des comestibles qui sont celles de la revendication première de la lutte contre le gaspillage et celle de pouvoir avant tout d'accéder à la nourriture dans le partage, dans la gratuité, dans le respect du sol et du vivant, donc de sa culture jusqu'à ce qu'on a dans son assiette. Et on sent que là on est aux prémices en fait d'un changement de la société, déjà en amenant pas une adhésion, mais dans l'esprit à mettre ça en tête, dans la tête des gens. On s'est rendu compte que c'était plutôt ça qui était compliqué à faire comprendre. Voilà, de ne pas avoir l'échange chez les incroyables comestibles n'est pas obligatoire. Par exemple, vous pouvez tout à fait prendre une feuille de menthe sur un espace. Vous n'êtes pas obligé de l'entretenir derrière ou de devoir remettre un plan. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a besoin. Donc il y a aussi ce côté-là aussi qui est très qui amène à lâcher aussi, à lâcher prise sur une façon de concevoir les choses, où on est souvent dans l'échange, où on est souvent à devoir se donner bonne conscience de faire les choses, alors que là, on accède directement à la chose, et puis après, peut-être que les choses après elles reviennent différemment. Après, on a peut-être envie de mettre soi-même une jardinière, ou peut-être pas. Enfin voilà, on accepte en fait que les choses elles viennent par elles-mêmes en fait, sans mettre aucune obligation. Voilà, juste dire que ça existe, que c'est possible d'organiser ça ensemble, par l'intermédiaire du collectif, mais même sans le collectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez une jardinière, où vous mettez un espace, un terrain accessible aux gens, labellisé incroyable comestible, feria potagère, vous faites partie déjà des comestibles. Voilà, donc là on est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du changement, du comportement et d'une façon d'être et de faire. C'est bon. Ok. Alors, tout a commencé donc avec la réforme des rythmes scolaires, la loi de réforme des rythmes scolaires en 2013, la loi Peyon. Cette loi, en fait, elle a voulu réorganiser le temps scolaire entre effectivement les temps en classe et les temps périscolaires. Et les premières années, donc la ville de Besançon a mis en place cette réforme, mais en organisant des temps périscolaires qui restaient gratuits. Et d'ailleurs, le maire s'était engagé à maintenir des temps périscolaires gratuits. Et puis, je vous donne un peu le contexte, et puis après je vous explique un petit peu les arguments que nous on a mis en avant pour contester ce choix. Et puis lors du conseil municipal d'avril 2016, la mairie a décidé de passer au périscolaire payant.
en mettant en avant l'argument, un certain nombre d'arguments, dont le coût qui était demandé aux familles, puisque le coût oscille entre 2 à 10 euros selon les ressources des familles sur l'année. Donc nous, quand on a appris ça, on a un certain nombre de parents d'élèves et de militants politiques, associatifs ou pas, à s'être dit que le principe même du passage du gratuit au payant nous posait problème, quel que soit le coût d'entrée qui était demandé. Et donc on a tenté de rédiger un argumentaire qu'on a ensuite présenté à notre entourage dans un premier temps, pour avoir des premiers signataires. Et puis depuis lors, on va en fait à la sortie des écoles et avec l'aide de parents d'élèves, on essaie d'obtenir des signatures pour que cette pétition grossisse et que l'on puisse à un moment donné engager un rapport de force avec la mairie et qu'il y ait une remise en cause de ce choix qui a été fait par la mairie de Besançon de rendre payants les temps périscolaires. Alors, on agit sur Besançon parce que voilà, on agit dans notre ville, mais évidemment qu'on dénonce le principe même du passage du payant des temps périscolaires dans d'autres villes, et qui est une conséquence finalement de la réforme payant. Donc à travers l'action qu'on mène à Besançon, on dénonce ce qui se passe globalement dans toutes les communes, et on dénonce également ce que cette réforme a entraîné finalement comme conséquence, à savoir le fait que les temps périscolaires deviennent de plus en plus payants dans les villes. Et au-delà du fait, plus que le coût, en plus, crée un déséquilibre et une inégalité, puisque les coûts ne sont pas les mêmes selon les villes pour les parents. Alors, l'argument de base, c'est des arguments juridiques, c'est de dire que depuis les lois Ferry, l'école est publique, laïque et gratuite, et obligatoire pour tous. Et puis ensuite, depuis la Constitution de 58, c'est devenu un principe constitutionnel que l'école publique est gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Alors, l'argumentaire, on l'a construit en essayant de démonter le fait que les temps périscolaires, parce que c'est l'argument qui est développé par ceux qui justifient le passage au payant, ils considèrent que les temps périscolaires ne font pas partie de l'école publique, et donc on ne viole pas le principe constitutionnel de la gratuité de l'école publique, puisque ça ne fait pas partie de l'école publique. Et nous, une grande partie de notre argumentaire, c'est d'expliquer que ces temps périscolaires font partie intégrante de la mission éducative que doit assumer l'État, et que donc par conséquent, par extension si vous voulez, ces temps périscolaires font partie de la mission éducative et donc de l'école publique, et donc on doit répondre à ce principe de la gratuité qui est prévu comme étant un principe constitutionnel. On s'est appuyé en fait sur le projet éducatif territorial qui a été réalisé par la ville de Besançon, puisque chaque commune, suite à la réforme des rythmes scolaires, devait proposer un projet pour dire un petit peu ce qu'ils allaient faire dans les temps périscolaires. Et il y a trois axes trois axes de travail à Besançon qui ont été choisis, je vous l'ai dit. L'aide à la construction de la personnalité et l'acquisition de l'autonomie. Deuxième point, le respect de soi et des autres. Troisième point, la socialisation et la citoyenneté. Et nous, on considère effectivement que ces aspects-là font partie de la mission éducative, donc par extension, juridiquement, nous dire que ça ne fait pas partie des temps organisés par les instituteurs ou les institutrices, les professeurs des écoles, pardon, comment dire, c'est pas un argument, enfin je veux dire, c'est pas un argument pour effectivement mettre de côté l'application de ce principe à ces temps-là. Donc ça, c'est l'argument juridique qu'on met en avant. Et puis, l'autre argument qu'on nous donne par rapport au coût, c'est de nous dire, oui, mais c'est dérisoire, c'est 2 à 10 euros. Mais je pense que c'est une façon de faire passer la pilule aussi, hein, de prévoir un coût entre 2 à 10 euros, parce que concrètement, on a mis le doigt dans un engrenage, c'est-à-dire qu'on est passé à des temps périscolaires payants. Donc, il y a une partie des missions éducatives qui sont devenues payantes, donc forcément qui ne sont pas accessibles à tous les gamins, ou alors sur condition de ressources, même si ce n'est pas grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est 2,10 euros, demain, c'est combien ? On sait très bien qu'on est signataire d'un certain nombre de traités européens qui ont gravé dans le marbre les politiques d'austérité, et que concrètement, a priori, ça ira plutôt dans le sens de l'augmentation du coût que dans une diminution. Donc nous, on considère qu'on a mis le doigt dans un engrenage et que c'est maintenant qu'il faut vraiment
essayer de combattre cet élément-là avant qu'on tombe dans des coûts exorbitants comme dans d'autres villes. Alors, l'autre argument, c'est de nous dire, bah oui, mais concrètement, on a des problèmes de financement, donc c'est l'argument de la dette publique, etc. Et à travers ça, dans notre argumentaire, on met aussi en avant le fait que concrètement, la France est un pays riche, qui est un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire, c'est une certitude. Et on essaie de mettre en évidence que finalement, il y a un bourrage de crâne qui est opéré, qui fait que les gens, quand on va les voir et qu'on leur parle, même devant les écoles, ils nous disent oui, mais il n'y a plus de sous, on est endetté, on est 100% du PIB. Rien que cet indicateur, il est complètement ridicule. On pourra en reparler, mais moi je dénonce farouchement l'utilisation de cet argument parce que c'est pas un argument économiquement qui est valable. Mais ça, c'est un autre point. Et donc l'idée, c'est de sortir de ce dogme qu'il n'y a pas d'autre alternative. S'il y a d'autres alternatives, c'est le dogme qu'on appelle le TINA, There is no alternative. Donc de dire que si on peut faire autrement. Et il y a d'autres possibilités, et concrètement, de l'argent, il y en a. Quand on voit ce que représente la fraude fiscale, voilà, c'est juste une histoire de choix politiques. Donc à un moment donné, il y a des choix politiques qui doivent être faits, et nous, on dénonce que ces choix politiques remettent en cause, tu parlais de bien commun tout à l'heure, un des biens communs. Paul Ariès, il donne souvent l'exemple de l'école publique comme un bon exemple de bien commun. Et il fait la différence, et ça je trouve cette différence très intéressante, entre ce qu'on appelle la gratuité d'accompagnement du système, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'accès à un certain nombre de choses pour les pauvres, entre guillemets, mais c'est un côté, enfin cette gratuité elle a un côté un peu condescendant, et en plus il faut contrôler les gens pour justifier qu'ils ont droit à ça. Et ce qu'on appelle la gratuité d'émancipation, et c'est la notion de bien commun. Donc derrière la notion de bien commun, il y a la notion de gratuité d'émancipation. Et l'école publique, l'école publique gratuite, c'était vraiment l'exemple de ce qu'on appelle la gratuité d'émancipation. C'est-à-dire qu'un gamin, quand il va à l'école, on ne lui demande pas de justifier s'il est fils de riche ou s'il est fils de pauvre. Il arrive, il est traité de la même façon que les autres, et point barre. Donc ça remet en cause vraiment cet élément. Donc voilà, on a commencé à une 50aine de signataires. Aujourd'hui, on fait pas mal de sorties d'école depuis le mois de mai. On est, je crois, aujourd'hui, j'ai pas les derniers chiffres parce que j'ai pas pu joindre Ben qui suit plus que moi le nombre de signataires. De mémoire, je crois qu'on doit être à 700-800 signataires. Et globalement, quand on va devant les écoles, effectivement, la plupart des parents soit ne sont pas au courant, alors ça c'est quand même hallucinant, soit vont signer de bon cœur la pétition. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Voilà, après on verra si des questions. Voilà. Et pour parler des biens communs en général, Guillaume, on a fait un dossier dessus. Bah, les biens communs, c'est... je sais pas si... je pense que c'est difficile un peu de se rendre compte de ce que c'est. Ça reste une notion assez abstraite, au contour encore assez flou, pas complètement arrêté, mais en 3 mots, on pourrait dire que c'est d'abord identifier ce qu'on pourrait considérer comme étant les ressources ou les biens qu'on désigne en tant que communs, qui appartiennent à la communauté ou à la collectivité. C'est une gouvernance collective, une communauté d'individus qui prend en charge ces mêmes ressources pour en assurer la distribution, la pérennité, etc. Et dans l'optique, encore, c'est le 3e élément, je pense, important de la définition des biens communs, dans une optique d'intérêt général et pas d'intérêt privé ou particulier. La force des communs, c'est d'essayer de dépasser ces notions, la notion d'appropriation de certains biens. Donc ça, c'est la logique marchande des choses. Certaines personnes ont en charge un service ou la distribution de biens sur laquelle ils font une plus-value qui est reversée à différents pourcentages, à différents types de personnes, hein, c'est travailleurs, actionnaires, etc., ou impôts. Et donc c'est un peu ça l'idée générale des communs, et qui est réapparue dans le
débat public de manière d'abord négative. C'est un universitaire américain qui a fait un article en 68 qui s'appelait La tragédie des biens communs. Donc je pense que c'est important d'expliquer aussi ça peut-être, parce que l'idée générale qu'on admet, c'est un bien qui appartient à tout le monde, il est négligé, personne ne s'en occupera, on le délaissera, on n'y accordera pas de valeur, etc. Donc lui il écrit, il prend l'exemple c'est une pâture qui est laissée en accès libre aux paysans et qui peuvent aller manier leurs vaches. Donc pour lui, la tragédie des communs, c'est ça, c'est que dans ce cas-là, chaque homme est enfermé dans un système qui le contraint à augmenter les effectifs de son troupeau de manière illimitée, dans un monde qui est limité. La ruine est la destination vers laquelle tous les hommes se ruent, chacun poursuivant son meilleur intérêt dans une société qui croit en la liberté des biens communs. Donc ça, c'est une notion qui a été remise en cause par énormément de monde jusqu'à maintenant. Et on doit à la renaissance ou la redécouverte de cette idée des communs à Elinor Ostrom qui a obtenu le prix Nobel de l'économie en 2009 après ses travaux sur la notion de commun. Donc parce que les communs affirme vraiment une dimension positive de l'action collective, dans laquelle les individus seraient en mesure de s'autogouverner pour résoudre les conflits qui sont liés à l'usage et à l'accessibilité de biens ou de ressources. C'est là-dessus que la différence se fait. Soit les hommes sont capables de s'autogouverner, ou soit il leur faut un État ou une entreprise ou quelque chose d'autre qui fixe un prix à quelque chose. Et c'est ce qui régule en quelque sorte les choses. Donc c'est pas du tout la vision de Strom qui elle ce qu'elle voudrait, ce qu'elle dit, c'est les individus devraient posséder l'autonomie nécessaire pour élaborer leurs propres institutions et qu'ils soient en mesure d'influencer les normes et les bénéfices perçus. Donc je ne sais pas si vous avez des idées ou des exemples de communs actuellement. Il y en a, c'est les exemples qui sont cités les plus souvent et les plus emblématiques. C'est par exemple l'eau des océans, parce que l'eau qui arrive dans les robinets, elle est même plus commune. Et l'eau des océans ou les océans en eux-mêmes peuvent être considérés comme des communs, l'air qu'on respire, le soleil, etc. Il y a différentes catégories qu'on peut faire si les biens communs peuvent être partageables sans préjudice aux autres. Si par exemple l'éclairage public, si quelqu'un ne paye pas l'éclairage public, il sera quand même éclairé, ça prive pas. Enfin, le fait que quelqu'un en bénéficie ne prive pas quelqu'un d'autre. C'est le cas aussi avec le numérique. Les gros exemples du commun, on cite souvent aussi le monde numérique avec toute la sphère des logiciels libres qui représente bien un commun dans le sens où il y a une communauté d'utilisateurs et d'usagers qui essayent d'améliorer un programme avec des retours des utilisateurs, etc. et qui proposent gratuitement les choses, donc sans licence de propriété intellectuelle ou autre. Donc ça, c'est des biens qui peuvent être multipliés à l'infini un utilisateur supplémentaire représente un coût nul par rapport à ce qui a été fait. C'est pas le cas par exemple de l'eau, d'autres ressources, même comme la nourriture là, qui nécessite peut-être des règles d'usage ou de gestion pour éviter toutes les notions d'appropriation. Et c'est là qu'intervient peut-être la notion de gratuité. Comment intégrer les efforts qu'on doit consentir pour obtenir ces choses-là. Est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce qu'elles sont payées par la collectivité via les impôts? Je pense que c'est des questions qui sont auxquelles on devrait essayer de répondre, je pense. Par exemple sur l'éducation, certains le considèrent comme un bien commun, certains comme un bien public, avec la petite nuance que le bien public est géré appartient à tout le monde, mais est géré par la puissance publique, donc par l'État et pas par les usagers ou les bénéficiaires. C'est gratuit, mais en même temps c'est financé par nos impôts.
Il y a aussi le bien public, ça peut vraiment être étendu, la notion de bien commun peut être étendue, je pense, à tout, sur le transport. Il y a certaines communes ou communautés de communes qui mettent en place la gratuité dans les transports. Donc ça c'est porté par toutes les couleurs politiques. Il peut y avoir des maires UMP qui disent ça. Parce qu'ils prennent en compte juste par exemple une société de bus, elle a un coût dont une partie est prise en charge par les usagers dans le cadre d'un transport payant, mais qui reste très, très marginal. Ça va de 7% à 25%. Paris c'est 25% par exemple. Donc eux, ils ont un quart de leurs ressources qui provient des usagers, mais dans les villes où ils ont instauré la gratuité des transports, si le coût était beaucoup plus important, c'était 7%, ça ne représentait pas un effort énorme à faire pour passer en gratuit, mais au prix d'une augmentation de la part qui est versée par la commune et par la contribution de transport qui est payée par les entreprises. Donc je pense que c'est la notion de gratuité, est-ce qu'on la dissout dans un financement collectif? Est-ce qu'on peut dire que les choses sont gratuites en tant que telles? Je sais pas. Je sais pas si... Si, c'est bien. Très bien. Ok. Moi j'ai pas de question. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. C'est juste par rapport à une notion que tu viens d'aborder. C'est la différence entre... tu as abordé la notion de bien collectif et de bien commun. Et en fait, pour moi, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Non, bien public. Un bien collectif, en fait, quand on parle de bien collectif, on est dans un fonctionnement de marché. Parce qu'un bien collectif, en termes économiques, c'est l'État qui prend en charge un bien parce que la gestion de ce bien n'est pas intéressante pour le marché parce qu'il ne peut pas y avoir de prix. Et donc c'est l'exemple effectivement de l'éclairage. On ne peut pas facturer le prix de l'éclairage à celui qui passe de là à là. Voilà. Donc étant donné que ce n'est pas gérable par le marché parce qu'il ne peut pas en récupérer le prix de l'exploitation, c'est donc l'État qui doit le gérer. Donc ça, c'est un bien collectif. Pour moi, un bien commun, en tout cas comme je le comprends, ça ne correspond pas du tout à ça. Un bien commun, c'est le fait qu'un groupe d'individus va définir un bien comme étant indispensable, comme le jugeant indispensable et et dont l'accès doit être possible pour tous et gratuitement. Donc c'est plutôt dans cette acceptation que moi je comprends la notion de bien commun. Et c'est pour ça que dans des villes comme Aubagne qui mettent en place les transports gratuits ou la problématique qui a été développée par les lacs d'Essonne avec le fait qu'il y ait un accès des premiers mètres cubes d'eau gratuits qui correspond à ce que l'on doit consommer, à la consommation vitale, c'est vraiment un choix d'un groupe de société, d'un groupe d'individus qui va se poser la question de savoir est-ce que ce bien-là correspond à quelque chose qui nous paraît impérieux, indispensable, et dans ce cas-là, on en fait un bien commun, et dans ce cas-là, il accède à la gratuité. C'est vraiment ce raisonnement-là qu'il y a eu derrière la gratuité de l'eau, du transport, voilà. C'est d'éviter les accaparements. Si par exemple les premiers kilowatts, les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits parce qu'ils correspondent à des besoins, c'est juste c'est des choix politiques ou des habitudes sociales ou des choses comme ça et qui pourraient. Je pense que oui, de toute façon c'est le chiffre assez symbolique et assez étrange des 1% des personnes de la population mondiale qui possèdent 99%, selon Oxfam, et en prenant en compte les dettes, il y a je sais plus combien, moins de 100 personnes sur Terre qui possèdent autant que la moitié. C'est toujours la même notion de partage et d'accaparement.
et avec une gouvernance collective qui favorise l'intérêt général et pas les notions d'accaparement. C'est ça, derrière la notion de bien commun, il y a la notion de gouvernance collective, il y a un choix collectif. C'est une des bases des biens communs. La discussion qui commence, le bien commun, finalement, vous en faites une définition juridique. Et un bien collectif, finalement, je comprends beaucoup mieux ce que c'est. Que si le bien commun, ça doit être uniquement ce qu'on a décidé que ça devait être gratuit parce que ça serait indispensable, ça me paraît très très réducteur. Ou alors, qu'est-ce que c'est qu'indispensable au logement? Parlons du logement gratuit, pas le chauffage, jusqu'à quel point ça doit être gratuit. Mais je ne comprends pas trop la nuance entre bien collectif et bien commun. Bien collectif, la collectivité décide de mettre en place des choses qui ne sont pas forcément nécessaires à chacun, par exemple l'éclairage public. Ben oui, il faut que ce soit pris en charge quelque part. On peut très bien dire que ce soit une société privée d'ailleurs qui ne touche pas une redevance. Ça se fait d'ailleurs pour beaucoup de fonctionnements comme ça. Parce que c'est pour autant un bien collectif dans cette affaire-là. Il me semble que l'idée de la gratuité, c'est ce qu'il y a derrière, c'est quand même de se dire que quelles sont les règles qui nous permettent de vivre en société ensemble. Est-ce que ça doit être uniquement des règles de marchand, de capacité à répondre, de trouver des moyens pour répondre à nos besoins? Ou est-ce que la société travaille à ce que les besoins soient satisfaits de façon de plus en plus collective? Est-ce que c'est pas ça l'histoire de la civilisation, quelque part? Même s'il y a des inégalités qui se développent, n'empêche que Sarkozy a expliqué qu'il allait diminuer le nombre de fonctionnaires, bien commun en l'occurrence. Qu'a-t-il fait en réalité, Sarkozy? À la sortie, il y a 100 000 fonctionnaires de plus. Alors moins de fonctionnaires d'État. En fait, malgré tout ce qui se veut, la société continue à construire des solidarités, à mettre des choses en place de façon collective. C'est assez paradoxal parce qu'on a des déclarations complètement anti-collectives et dans la réalité, ça continue à se construire. Mais ça, par exemple, sur le développement des biens communs, c'est très flou, il y a beaucoup de définitions, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont d'accord sur celle-là. Et par exemple, Christian Laval, dont on a eu un entretien avec lui, lui disait par exemple qu'il y a certains cadres sociaux ou des épisodes historiques qui expliquent que plus ou moins d'appétence pour l'idée des communs. Et lui, il a observé par exemple qu'elle était beaucoup plus développée dans les sociétés où l'État était beaucoup moins fort, qui étaient plus pauvres et où les gens étaient en quelque sorte obligés de se débrouiller, de faire les choses collectivement ou en groupe parce que c'est rationnellement plus efficace et sans se reposer sur l'État qui prend en charge des choses comme ça. Et je pense que c'est plus un choix politique que de suivre des règles de marché ou c'est une question de définition et de gouvernance qui est adaptée, qui est dans chacune des situations, nourriture, eau, logement, éducation. Et peut-être que sur chacune de ces questions-là, il faudrait des gouvernances spécifiques pour assurer la gestion de tel ou tel service ou bien ou ressources. La notion des communs, elle remet en cause, en s'attaquant à la notion d'appropriation, elle remet en cause une certaine notion aussi de la propriété privée. Et par exemple, certains disent qu'il faudrait peut-être inverser aussi les choses et se demander quelle chose devrait rester privée. Et sauf on est quand même dans une société où ce qui est inquiétant, même s'il y a une évolution
même s'il y a une évolution où je pense qu'effectivement la prise en charge collective des besoins se progresse, il y a aussi parallèlement des inégalités qui se creusent, et en particulier par une privatisation de plus en plus importante des espaces collectifs. D'ailleurs, c'est en général, quand c'est trop privatisé, ça finit par une révolution. On peut reprendre l'histoire, même l'histoire longue. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Le démontage des services publics ou le passage, par exemple, d'éléments de l'éducation qu'on va finalement rendre payants, puis après peut-être confier à des organismes qui se feront de l'argent là-dessus. Cette privatisation, elle est quand même très problématique. C'est pour ça que c'est important de la mettre en cause. Moi je voulais parler en fait vu qu'il y a un blanc, je voulais parler du phénomène des enclosures. Donc là je regardais, je vérifiais, j'étais sûre que c'était dans le dossier. Pour avoir la date, c'est 16e, 17e siècle en Angleterre. C'est le moment où en fait, au niveau de l'agriculture, il y avait des prairies communes, il y avait des prés communs, il y avait des lacs communs. Et ça a été progressivement privatisé par les propriétaires terriens qui se sont donc appropriés des biens communs pour les privatiser et les relouer aux mêmes paysans qui du coup se sont appauvris et qui a entraîné la formation de grands propriétaires terriens et l'appauvrissement simultané d'une partie de la population qui a préparé aussi le terrain pour l'exploitation de masse des ouvriers qui a suivi immédiatement fin 18e et la prolétarisation en termes de prolétarisation d'une partie de la population. Et en fait ce phénomène, ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est qu'on a un phénomène qui se poursuit et sur un domaine qui est très inquiétant, c'est-à-dire sur la propriété intellectuelle. Parce que là on est quand même dans une période historique où on a plus de possibilités, où une découverte, par exemple, de médecine, de nouvelles molécules ne peut plus être utilisée sans payer des droits. Donc il y a un problème de possession juste de la découverte scientifique, où on privatise le vivant, on privatise les ADN, on privatise les semences, en fait on va privatiser les découvertes et donc en fait en même temps on a les biens communs qui reviennent sur le devant de la scène, quand dans un même temps dans tous les traités de libre-échange qui passent, et je pense notamment à TAFTA, où la grosse attaque actuelle, je suis désolée, hein, j'y vais à gros cerveau, tant pis, hein, je suis une jambe de gauche, donc le capitalisme, voilà, est en train de privatiser des domaines entiers, des pans entiers de connaissances qui étaient inimaginables de privatiser, et nous, d'un autre côté, globalement, on reparle de biens communs pour l'eau, pour des choses très concrètes, le matériel, la nourriture, quand ça privatise la connaissance. Ce qui est quand même... et donc on est vraiment dans une phase où il y a de privatisation des connaissances. Et alors, ouais. C'est globalement, alors c'est le numérique, c'est la privatisation des découvertes numériques, c'est le brevetage des semences, c'est le fait que, alors le gros combat actuel des paysans, c'est, mais je pense que vous en parlerez mieux, et je préfère te laisser la parole du coup si tu veux plus en parler, un de vous deux, sur la privatisation des semences agricoles. Mais oui, il y a eu au niveau européen, apparemment, il y a aussi des choses qui sont passées, et en gros on n'a pas le droit de reproduire, enfin de récupérer, de réutiliser des graines, ce qui est quand même incroyable, parce que le principe de la graine, c'est de réutiliser quand même. Des graines, sous peine de, je sais pas, d'amandes, des choses comme ça. Et alors qu'à la base, la terre, les graines, ça appartient, c'est un bien commun qui est là depuis le début, quoi. La vente de semences stériles. Oui, voilà, la vente de qui sont aussi spécialisés dans ce domaine-là. Et nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat là-dessus, et que on est dans la désobéissance civile aussi là-dessus, parce que c'est quand même assez dingue. Et nous, notre problématique aussi avec les incroyables comestibles et la faille potagère, c'est que nous, le principe de base, c'est de dire que le jardin, c'est gratuit, en fait, parce que c'est que de la récup, en fait. Le jardin, quand on regarde bien, entre les graines, le paillage, fait avec des feuilles mortes, tout est, et la terre. Et nous, notre grosse problématique, c'est de trouver de la terre. Parce que la terre, pareil, apparemment, elle ne nous appartient pas, alors que normalement, elle devrait nous appartenir. Et nous, on n'a pas de problème à
récupérer des palettes, pour faire des jardinières, des plants. Les gens, ils nous donnent facilement des plants. Alors après, qu'on leur donne des plants, c'est plus compliqué si eux, ils nous en donnent pas. Toujours cette notion d'échange, hein, c'est difficile de recevoir gratuitement quelque chose. Eux, ils peuvent donner, mais recevoir sans que eux donnent, c'est compliqué. Et la chose qui est compliquée pour nous, c'est la terre. C'est de trouver de la terre pour remplir nos jardinières, parce que la plupart du temps, les gens, ils vendent la terre. La terre, voilà, et donc là, nous, on va dans des coins de forêt, on essaye de trouver où il y a des gens qui vont nous dire on peut passer dans les jardins des uns et des autres. Et voilà, le compost, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a une association aussi à Besançon qui donne beaucoup de compost et c'est pas très compliqué pour nous. Mais la terre, moi, parce qu'on parle de l'eau, là, beaucoup de l'air, c'est sûr que si un jour l'air est privatisé, ça serait quand même assez dingue. Ça peut commencer avec les titres à polluer, par les droits à polluer. Ah oui, quand même, en fait, c'est vrai que ça en est plus cher. Donc voilà, donc si c'est vrai que si on va parler de réfléchir à qu'est-ce qui était de l'ordre du bien commun, choisir, mais il y a quand même des choses de base qui sont quand même du bien commun de base où il n'y a pas pour moi trop de débat à avoir, quoi. Moi, la terre, l'eau, l'air, c'est quand même quelque chose. C'est pas normal qu'on ait à payer de la terre. Et il y en a, je vois sur le Bon Coin, il y en a qui vendent de la terre. Voilà. Après, pour les graines, oui, de toute façon, là-dessus. Moi, sur la terre, je vais demander s'il faudra couper la parole ou lever le doigt. Sur la terre, moi j'étais hyper choquée parce que je suis dans un coin de jardin où il y avait des grands possesseurs terriens qui avaient de la terre. Et en fait, les jardiniers exploitaient leur terre depuis un siècle, quoi. C'est vraiment des jardins ouvriers qui datent fin 19e, début 20e. Et ce que j'ai appris, c'est que ça date il y a. Enfin, c'est juste une anecdote, mais le jardin juste en face de moi, en fait, il a une terre plus pourrie que les autres. Parce qu'il y a 20 ans, le propriétaire s'est fait construire une maison à Tise, et comme c'était sa propriété, il a été prendre la terre pour la mettre autour de sa baraque à Tise. Parce que quand on construit une maison, c'est tout pourri autour, il y a de la glaise qui est retournée et tout. Donc il a récupéré la terre, il l'a mis chez lui, c'était sa propriété. Sauf que, à un moment donné, si la terre était de qualité, c'est aussi parce que le type l'a cultivée. C'est ça aussi qu'on oublie, c'est que la terre, elle est de qualité. Parce que utilisé aussi, entretenu, nourri. Et donc le type était propriétaire en fait du bien matériel, mais pas du travail effectué sur cette terre. Et là je pense qu'on rentre dans des problématiques qu'on connaît bien, c'est-à-dire le travail. Voilà, il y a des propriétaires, il y a ceux qui travaillent. C'est quand même deux choses différentes. Et sur les médicaments, moi je vais être un peu mal à l'aise parce qu'en fait, j'ai pas d'exemple concret. Mais j'ai lu un article dernièrement dans la revue du Crieur, qui est la revue publiée par Mediapart et les éditions La Découverte, c'est un semestriel. Et en fait, il parlait des médicaments et justement, il parlait de ça, c'est-à-dire l'appropriation des connaissances et des médicaments. Et en fait, les laboratoires pharmaceutiques font des découvertes qu'ils n'ont pas intérêt à commercialiser. Donc en fait, il y a des molécules qui existent, il y a des découvertes qui existent, qui ne peuvent pas être développées par des pays qu'on aurait besoin, parce que les laboratoires en sont propriétaires. Et donc ils refusent l'utilisation de ces découvertes, parce que c'est pas rentable. La trithérapie en Afrique du Sud et en Inde, qui a été bloquée pendant très longtemps par les firmes multinationales. Finalement, ils ont réussi à passer au-dessus, mais ça a été un combat extraordinaire, d'imposer le droit de ces pays de fournir des médicaments aux gens qui meurent. C'est la même chose. Ouais. Si ça valait vraiment le coup, les gens qui ont pas vu pouvaient être solvables, longtemps que ce serait quand même possible de trouver. C'est pas bon. Ouais. Moi je voulais juste peut-être rajouter une chose par rapport aux incroyables comestibles, juste donner des exemples en fait. Nous on allait voir les incroyables comestibles à Albi, qui sont un peu la référence en France des incroyables comestibles qui se sont un peu étendus dans des villes. Et ce qui était assez marrant de voir à Albi, c'était que il y avait des gens, ça faisait presque 1 ou 2 ans qu'ils étaient dans les incroyables comestibles. Et on est arrivé à un moment donné où il y avait des choses qui étaient déjà, qui avaient déjà poussé. Voilà, il y en avait vu
un peu de salade, des aromatiques, et puis il y avait un fenouil sur une jardinière. Et en fait, c'était une personne des incroyables comestibles qui nous faisait un peu le tour des jardinières et des jardins qu'il y avait à Albi. Et alors nous, on s'est servi, parce que c'est normal. Nous, on vend des choses qui sont prêtes à accueillir, on prend. Et la personne qui nous faisait le tour et qui était incroyable comestible n'avait jamais fait ça. C'est-à-dire qu'elle était là pour aider les gens qu'on avait besoin. Et elle ramassait jamais les choses sur les jardinières, ce qui était quand même dingue. Et donc du coup, nous, on a ramassé des aromatiques, on lui a pris le fenouil et on lui a donné pour qu'elle accepte. Elle n'osait pas en fait se servir alors qu'elle fait partie des incroyables comestibles. Donc elle avait une démarche qui était un petit peu différente c'est-à-dire qu'on arrive peut-être pas pour la même raison dans les incroyables comestibles, et elle, c'était pour aider les autres, mais elle se disait pas aussi qu'elle pouvait aussi se servir. Donc là, même pour elle, c'était pas quelque chose de facile de se servir gratuitement sur une jardinière. Mais là, ce que tu dis, ça soulève la question du mérite, parce que par la gratuité, oui, ben voilà. on valide le mérite. Et dans le discours, là, quand tu disais, elle n'osait pas, elle donnait aux autres, etc., on voit bien derrière tout un discours chrétien, peut-être, mais sur l'idée de mérite. Et quand c'est gratuit, où est le mérite, justement? Là, on a pas sa dose. Là, c'est une question de fond. Ah oui, c'est sûr. Psychologiquement, c'est pour ça que ça ira pas si vite. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette idéologie du mérite qu'il faut travailler. Je voudrais revenir sur un point abordé par Séverine, la richesse de la France. C'est vrai qu'on est traumatisé depuis des dizaines d'années parce que soi-disant qu'on est devenu un pays pauvre, qu'on a plein de dettes, tout ça. Tu as parlé, toi, de la fraude fiscale, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le gaspillage qui n'est pas valorisé. Et il y a surtout la rémunération des élus. Quand je vois, moi, ce que le Sénat nous coûte, c'est des milliards. Non, mais je suis désolé pour les futurs élus, là. Bon. C'est même pas contrôlé par la Cour des comptes, c'est une des seules structures en France qui n'est pas contrôlée par la Cour des comptes. Il y a des abus, là. Vivement la 6ème République. Je comprends les chiens rouges. Mais il se cache pas, hein. Il a une dédicace en plus dessus. Ah bon? Ah ouais. Il se cache pas. Oh, j'y plus rien. Mais non, surtout pas. Après le Sénat, tu vois d'autres sites. J'aurais peut-être une question là, sur le retour des expériences qu'il y a. Vous avez parlé, je pense au transport par exemple, la mairie d'Aubagne qui, si j'ai bien compris, c'est gratuit. Est-ce qu'on peut faire un bilan après de ce que ça a donné en termes de fréquentation par exemple? Il y a plus de fréquentation. Est-ce que ça inclut les déficits ou pas sur la ville? Est-ce que ça, de la façon de se présenter, ça paraît très alléchant. Vous dites qu'il y a que 7 à 25% du financement qui est fourni par les utilisateurs. Je dis que ça ne coûterait pas grand-chose et que ça serait quand même un argument assez intéressant pour les citoyens, parce que ça éviterait de prendre la voiture, des moyens de transport plus polluants. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'on peut quantifier l'effet de ce genre de mesures concrètement, donc sur à la fois la fréquentation, la pollution ou les embouteillages, ou est-ce que vous avez un retour là-dessus? Ouais, parce que moi j'avais bossé dessus à l'époque. Donc en fait, la fréquentation a augmenté, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça a vraiment augmenté, donc ça a vraiment... le truc aussi, c'est que cet argument de dire que le coût du service est de 7 à 25%, ça marche quand il y a plus de gens qui y vont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est gratuit, il y a plus de gens qui les prennent. Donc il faut développer le service. Parce que du coup, et ça prend plus d'ampleur. Et à Aubagne, ils ont fait ça avant des réformes fiscales, où en fait c'était plus facile pour les mairies de taxer les entreprises et de taxer comparativement. Et c'était notamment avant la suppression de la taxe sur les entreprises, comment elle s'appelle? C'était taxe d'apprentissage. Ouais. Non, la taxe professionnelle. Voilà, c'était avant la suppression de la taxe professionnelle. Donc ils ont pu mettre ça en place avant. Ils ont eu le temps de développer leur politique de gratuité, de trouver un équilibre. Et là, c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé en taxant les entreprises. Avec les anciens, ils l'ont trouvé. Ça s'est bien passé parce qu'en fait c'était dans la communauté de communes, et les entreprises de la communauté de communes, si tu veux, ça a été fait aussi dans un travail commun où ils ont augmenté la taxe professionnelle, mais dans le même temps ils ont fait des dessertes
pour les personnes, pour les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont organisé des desserts plus régulières, lieu de travail et lieu de domicile. Ce qui fait que finalement, même si les entreprises ont été plus taxées, elles étaient finalement plutôt favorables. Et par contre, ça a été fait avant la réforme de la taxe professionnelle qui a supprimé une grosse source de revenus pour les collectivités territoriales, donc le truc était en équilibre. Et aux dernières nouvelles, au BAL, là, ils étaient en train de financer un tram, toujours en gratuité. Mais, et pour avoir travaillé sur le cadre de Besançon, nous on est dans un cas complètement inverse, où on a financé le tram avec force ressources, qui pour le coup endette sur très longtemps des capacités financières, on va faire des politiques de gratuité. Et il y a un vrai. Alors du coup ça pose la question aussi, je suis lancée là. Ça pose la question de la fiscalité sur les villes, parce qu'il faut savoir que la taxe des entreprises, là j'ai plus le nom en tête. Le versement transport. La taxe versement transport, en fait, elle prend en compte le nombre de salariés pour c'est à partir de 9 salariés et après ça doit être au prorata par fiche de paie. Elle ne prend pas en compte la rentabilité, je sais pas comment le dire, mais combien de thunes fait la boîte, quoi. C'est-à-dire, pour faire simple, une entreprise de Pomblé qui a 9 salariés, elle va payer plus que la start-up qui fait de l'évasion fiscale localement. Et donc là, il y a des vraies problématiques de fiscalité locale où on a les entreprises qui ne peuvent pas être taxées parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, hein, c'est les petites entreprises qui embauchent. Mais les autres, il n'y a pas une obligation pour une entreprise de payer la moitié du coût du transport, justement. Si. C'est ça. Déjà, elle taxe la taxe sur la taxe, je ne sais plus son nom, la TVT là. Et deuxièmement, elles doivent rembourser. Donc en fait, plus tu as de salariés, plus tu payes. Oui. Et si tu as moins de salariés, même si tu fais beaucoup de thunes, tu payes moins. Non mais là, au BAN, ils sont exemptés du remboursement aux salariés puisque le transport est gratuit. Oui. Ça, parce que c'est sur justificatif, hein, le remboursement. Hein. Oui. Ouais, puis c'est un abonnement annuel quand même, donc ça veut dire que pour pas mal de gens, enfin il y a pas mal de salariés les plus précaires qui peuvent juste pas se payer ça parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils avancent bien souvent l'argent et qu'ils seront remboursés dans un deuxième temps. Et on sait tous que les plus précaires, ils ne peuvent pas avancer l'argent pour se faire rembourser. C'est pas possible. Mais on cite toujours Aubagne, mais il n'y a pas d'autres villes en France, parce que ça fait des années que j'entends parler d'Aubagne. Si, il y a d'autres municipalités. Il y a Châteauroux, il y en a moins de 10, il y en a moins de 10, je pense. Et Aubagne, c'est celle où c'est la plus grosse, et c'est celle où c'est le plus développé. Chamonix. Entièrement gratuit. Laquelle? De Luz? À Chamonix, c'est entièrement gratuit aussi. Et puis souvent on oublie un élément dans cette gratuité, c'est que c'est finalement une distribution de pouvoir d'achat qui est non monétarisée. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on sort de l'aspect, on donne du pouvoir d'achat pour être dans de la consommation. Donc il y a aussi toute cette réflexion dans la gratuité, c'est de sortir culturellement de la notion du tout marché. Et donc là c'est vraiment une distribution d'un pouvoir d'achat qui n'est pas monétarisé. Et donc ça c'est aussi intéressant. Et c'est une distribution de pouvoir d'achat, donc ça peut aussi permettre de l'autre côté un certain nombre d'économies aussi qui sont distribuées sous forme, d'éléments qui sont distribués sous forme monétaire. Et sur la gratuité des transports, il y a aussi un autre élément pour l'aspect social. C'est que déjà, il y a le premier argument qui dit que quand il y a des biens communs, quel que soit le niveau de richesse, tout le monde en profite et donc ça crée collectivité et communauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus d'intérêt particulier et puisque tout le monde y a droit. Mais l'autre intérêt, c'est qu'on sait tous que plus on est pauvre, en fait, plus on paye cher les services. C'est-à-dire que concrètement, les personnes les plus précaires, elles vont payer plus cher leur transport que des personnes qui ont plus les moyens. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont démunies face aux papiers qu'il faut fournir. C'est une lourdeur administrative. Et deuxième point, une personne précaire, elle va acheter son ticket de transport le jour où elle en a besoin. Donc elle va payer 1,40 € son transport. C'est-à-dire qu'une personne qui a plus les moyens, elle prend son abonnement en amont. Donc, proportionnellement parlant, elle paye moins son temps de transport. Et ça, c'est vrai pour tout. Pour les abonnements, tout type d'abonnement, pour les forfaits, pour l'électricité, pour tout en fait. Plus t'es pauvre, plus tu payes. Cher proportionnellement ce que tu consommes. Éventuellement, tu t'endettes en cas de rivalité pour payer certaines dépenses. Mais il y a d'autres aspects sur la gratuité qui avaient été discutés dans des précédentes élections municipales. L'argument qui était répondu à ceux qui préconisaient la gratuité, c'est qu'attendez, c'est un argument très idéologique, c'est que ça va être saccagé. Si on ne paye pas, ça ne sera pas respecté. Vous voyez un peu l'argument
qui était répondu par les élus socialistes. Et effectivement, ils sont persuadés que si on ne paye pas, on va tout saccager. C'est vrai, j'ai pris le bus à Aubagne 2 fois, mais ça m'a pas. Je fais pas une thèse là-dessus, mais ce que tu dis me fait penser à. Oui, ça change le rapport des gens au lieu où c'est gratuit ou bien au service rendu. C'est-à-dire que à Aubagne même, j'ai demandé à des gens, ils me disent oui, l'ambiance a changé dans les transports, c'est-à-dire que je sais pas, plus détérioré, mais les gens se sentent plus chez eux. Et par exemple, le rapport au chauffeur est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'est plus l'agent de la société qui fait payer, il est celui qui conduit le bus où on est tous montés gratuitement. Et donc, enfin, voilà, il représente moins la société qui exploite. Donc, alors, je sais pas, mais d'après ce qu'il dit, le climat est. En effet, ça change en tout. Donc, cet argument-là qui est. Les gens ne vont pas se souvenir pareil, c'est vrai que les gens ne sont pas pareil face à quelque chose de gratuit. Et parfois, c'est très compliqué à le faire accepter, et les gens se disent, alors pourquoi c'est gratuit, ça vaut rien, qui c'est qui paye, c'est quoi l'entourloupe, je sais pas quoi. Tout à l'heure, quand les scolaires, moi je me souviens des coopératives, quand on demande aux parents d'élèves, on demande aux parents d'élèves de faire payer la coopérative scolaire. Enfin, on demande. Et beaucoup d'instituts ont du mal à dire c'est pas obligatoire. Entre collègues, c'est vrai. Tu dois dire que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Et alors là, c'est compliqué parce qu'on est dans des gratuités possibles, avec accès malgré tout à ce qui sera payé par la coopérative, genre le voyage scolaire ou je sais pas quoi. Et enfin, ces situations deviennent complexes et les gens aiment mieux. En général, c'est assez facile de dire bon bah allez, on vous propose en effet pour une somme très modique quelque chose qui est assez défini, puis tout le monde peut payer, puis comme ça on ne discute pas. La plupart des gens aiment mieux ça. Et il y en a qui proposent aussi un système gratuit pour les personnes les plus démunies et qui disent que par exemple quelqu'un qui a les moyens, s'il n'y a pas de problème, qu'il paye. S'il y a différents. Ça, c'est terrible. Là, il faut bien l'expliquer, bien le présenter, et c'est long. Ça se fait, mais c'est bien plus compliqué que de dire bon, vous voyez, ça coûte pas grand chose, allez-y, tout le monde pareil. Ça, les gens acceptent mieux. Donc en effet ça change, ça m'a fait penser à ça, le rapport des gens au service ou bien au lieu où ça se passe ou bien aux personnes qui font les choses et changent. Mais c'est pas toujours ça. Je vais rebondir sur le fait que la gratuité provoquait chez les gens l'idée que c'était un peu dévalorisé. Par exemple, une association qui fait de la musique et qui veut faire un spectacle, si elle dit spectacle gratuit, bon, il va y avoir quelques personnes qui connaissent, qui va venir, etc. Si c'est un spectacle payant, les gens vont se dire ah ben ça doit valoir quelque chose, je vais y aller parce que c'est payant, c'est pas de la dope, enfin, et la valeur est la considération n'est pas du tout la même si on demande une entrée, si on en demande J'ai un contre-argument quand même, parce que en restant sur les transports, à Dijon, ça fait des années qu'il y a une petite navette en centre-ville, qui est gratuite. C'est super convivial, les gens discutent entre eux, les chauffeurs sont super sympas. À Besançon, ils ont voulu faire le même test, sauf que la navette était payante. Et il n'y avait jamais personne dedans. Mais c'était pas payant. Comment? C'était pas payant. Si, la petite navette était payante. Le titre, ouais. Ceux qui avaient des abonnements, tout ça, il n'y a pas de problème, mais les gens qui prenaient un ticket, c'était payant. À Dijon, ça fait des années que ça existe. Hein. Oui, ça s'est arrêté. Ils font pas 2 fois le tour. Si, ils tournent en permanence toute la journée. Et puis les gens, ils n'en abusent pas, ils font pas 3 fois le tour sans payer. C'est le manège. C'est comme ça que j'ai appris à visiter Dijon. En fait, t'as raison. Parce que là, je suis en train de lire toujours dans l'Utopique, c'est l'interview d'un conseiller ELV, et c'est vrai que ELV, par principe, et il y a une partie des écologistes qui sont par principe opposés au principe de gratuité, considérant que c'est non décroissant. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est gratuit, ça pousse à la consommation. Et notamment, il dit la mobilité a un coût,
Si ce n'est pas l'usager qui la paye, c'est le contribuable. La gratuité entraîne une hypermobilité. On en arrive à un système où, puisque le transport n'est pas cher, voire gratuit, on délocalise les entreprises, on va éviter plus loin, ça favorise l'étalement urbain, ça détruit les territoires ruraux, ça désindustrialise nos territoires. Donc moi, je suis plutôt partisan pour qu'on paye au moins une partie du coût du transport, même collectif. Donc en fait, et ça c'est, il y a pas mal dans Europe Écologie Les Verts, c'est varié hein, parce que c'est très varié, mais il y a quand même une bonne partie des écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui considèrent que comme c'est gratuit, ça va pousser à la consommation, et il y a cette idée de principe de responsabilité. Et là, je pense qu'il y a deux visions de l'être humain, c'est-à-dire soit on considère qu'on n'est pas trop con, voilà, et c'est les démocrates et c'est les... Mais si, c'est vrai. Enfin, je veux dire, quand tu vois, par exemple, quand il y a des personnes qui proposent des constituantes ou qui proposent des référendums ou des choses comme ça, et bien ils considèrent que le peuple n'est pas trop con, et donc on peut lui confier des choses sans que ça devienne la merde. Et il y a des personnes qui considèrent que les gens sont naturellement... et il y a une vraie vision philosophique de l'être humain derrière. Moi, j'y vais en mode bourrin, hein, mais il y a une vraie vision philosophique derrière qui considère que soit on peut confier des choses et qu'on est intelligent collectivement, soit on ne peut pas nous les confier parce qu'on est une bande de gros bourrins qu'allons tout saccager si on ne nous fait pas payer et si on n'a pas le bâton derrière nous pour nous rappeler où est-ce qu'on doit aller ou pas. Et là, sur la gratuité, on est vraiment là-dessus, ce que tu dis, c'est-à-dire donner des choses gratuitement aux gens, des jardinières, ah oui, mais ils vont pas tout saccager, est-ce que les gens vont se servir tout seuls? Et donc, il y a l'idée qu'on se fait de l'être humain derrière, qui joue. Soit on a une vraie confiance en l'être humain, soit pas. Même en psychologie, par exemple, même au niveau de Françoise Dolto qui travaillait avec des enfants, elle leur demandait de payer leur séance avec un petit bonbon, un petit caillou, un petit dessin, parce que il fallait qu'il y ait un travail qui soit fait, que l'enfant il réfléchisse, ils viennent pour quelque chose, ils viennent pas juste parler avec quelqu'un, n'importe qui. Ce travail, pour la parole, libérer sa parole, il fallait qu'il y ait un échange, qu'il y ait un don, qu'il y ait un engagement. S'il y a un don, il doit y avoir un contre-don. Sinon, ça ne fonctionne pas, effectivement, les rapports d'inégalité. Voilà. C'est assez fondamental par rapport à l'exemple que tu donnais. La personne. Oui, la personne, mais. Qui donnait, qui ne voulait pas le prendre. Du coup, elle, oui, du coup, on crée un outil inégalitaire, sans pas tous les aspects du monde. Après, dans le cas du transport, le don, il est quand même dans les impôts. Je veux dire, c'est quelqu'un qui utilise un transport, il sait aussi qu'il paye des impôts locaux, qu'une partie des impôts locaux. Donc il récupère une partie, il existe quand même l'échange. C'est pas quelque chose de complètement gratuit. Ou alors c'est quelqu'un d'extérieur qui utilise occasionnellement le transport. Il y a quand même un échange. Attends. Mais c'est pas penser que l'homme, il y a des gens qui sont plus cons que d'autres. Hein. Je crois que c'est quand même un passage obligé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on a payé toute sa consommation, on s'est d'une certaine façon freiné, où on a calculé. Et le jour où c'est gratuit, on y va open pendant un moment. Parce que ça peut être l'histoire de quelques jours, ça peut être un mois, ça peut être davantage. Mais il y a l'impression tout d'un coup d'une opulence et aussi une espèce de libération parce que on s'est obligé pendant un certain temps à faire attention. Moi je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en Inde, je l'ai vu en Afrique, où juste quand on a mis de l'eau qui était gratuite justement, les pompes à bras ont fonctionné à fond, on a laissé couler l'eau parce que tout d'un coup c'était magique. Au lieu de se coltiner des seaux et des cuvettes à n'en plus finir, c'était un don du ciel et on en a profité pendant un bon moment. Et après on se raisonne. Mais je crois que c'est un passage obligé. Il ne s'agit pas d'être con ou pas. Je crois que c'est une question de temps. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Je me suis mal exprimée là. Oui. Ouais. Non, mais du coup, je vais préciser quand même, et c'est pas ça que je pense. Moi, je suis d'accord avec toi, et je pense justement qu'on a suffisamment d'intelligence collective pour pouvoir faire bon usage de la gratuité. Par exemple, prenons le petit train de Dijon, là, c'est mis en service. Bon, tout le monde va y aller les premiers jours, et puis après, moi, je crois pas que si c'est gratuit, les gens vont d'un seul coup se dire, ah tiens, mais je vais habiter à 40 minutes de chez moi parce que les transports sont gratuits. Et je pense justement qu'il y a, moi, je pense quand on défend des biens communs ou la gratuité, on pense que l'être humain a les capacités de s'organiser sans bâton, en fait. Je pense que c'est ça le truc.
C'est l'utopie aussi. Oui. Ah bah oui, il faut être patient. Oui, la patience. Enfin, nous, en tout cas, là-dessus, on a... Alors, les incroyables comestibles, on a vraiment misé là-dessus. On sait très bien que ça va pas venir comme ça. Et alors, nous, souvent, les personnes, quand on met des jardinières en place, et quand on leur explique le principe dans des stores, sur des festivals, des choses comme ça, la première question qui vient, c'est « Mais vous n'avez pas peur que ça soit dégradé ?» Je reviens à la question de... C'est quasiment presque... C'est souvent la question qui est posée. Les gens, ils ont l'angoisse de ça, de la dégradation. Et en fait, nous, on leur explique que ça fait partie du jeu, mais que souvent, vu que c'est gratuit, c'est pas dégradé, en fait. Au contraire. Parce qu'il y a un... Vas-y. Moi, je rectifie, c'est à partir du moment où la jardinière est entretenue. Ah oui, il y a aussi ça. Qu'elle est maintenue. Voilà. Une jardinière qui ne fonctionne pas, elle sera dégradée, on finira par prendre les plantes. Ou l'abandonner. L'abandonner, voilà. Si elle est entretenue, elle marche, elle fonctionne. Et nous, notre prise en compte de ça, c'est vraiment que la jardinière ne soit jamais isolée et qu'il y ait au moins une personne qui arrive après à fédérer derrière autour de cette jardinière, parce que on n'en a pas parlé parce qu'on s'écarte du sujet, mais aussi on est énormément sur le lien social. Ça, c'est quelque chose qui va ensemble aussi. Il y a des villes où on a utilisé l'espace urbain justement pour planter des légumes au lieu de planter de la fleur, du rosier, etc. Et ça fonctionne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Il y a des villes qui ont mis effectivement leurs espaces publics, une partie de leurs espaces publics, effectivement, en espace potager. Alors par contre, ce qu'on ne sait pas, enfin on a très... c'est vrai que c'est un travail aussi, enfin, on est bénévole. Ce qu'il faudrait voir, c'est vérifier en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les gens, est-ce qu'ils servent? Parce qu'en définitive, c'est ça qu'on veut. Mais qui se sert? Est-ce que c'est vraiment les gens qui ont besoin? Là aussi, c'est une deuxième question. Ah, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, alors nous, parce qu'il y a des gens qui n'oseront jamais prendre. Oui, mais comme on l'a dit, c'est une histoire de temps. Ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, ils le feront peut-être demain, ou dans un mois, ou dans 2 ans. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de changement de comportement, d'amener les gens à ça, de les libérer par rapport à ça. Il n'y a aucune contrainte, mais c'est ça en marche. Mais combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais ça en marche. C'est ça, enfin, c'est ce qui nous fait du bien. C'est de penser que les jardinières commencent à s'étendre, que ça va de ville en ville, que les gens, quand ils entendent parler des incroyables comestibles, ils ont quelques références, ils savent à peu près ce que c'est. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Sur la thématique de la gratuité, ça me fait penser à quelque chose, je ne vais pas être capable de rebondir dessus, juste ça me fait penser à quelque chose. Si on extrait de la dimension monétaire, il y a aussi tout ce qui concerne la récupération des données, je pense au numérique actuel, avec cet adage un peu ridicule, et je m'excuse par avance de le sortir, mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je pense à toutes les utilisations des différents logiciels qu'on fait régulièrement, où on a l'impression d'une gratuité, et où en fait, on a une récupération des données, de l'historique, des logiciels sur lesquels on se rend, etc., qui est ensuite rentabilisé en fait, puisque tout s'adapte à notre navigation, et on nous repropose ensuite des articles qui vont nous attirer notre attention, qui vont nous donner envie de dépenser, etc. Donc ça se présente sous une forme gratuite, et en fait il y a quand même une potentialité, du moins une capacité de récupérer ces données pour les monétariser et les rendre à l'échelle. Par exemple, oui. C'est une pratique commerciale de faire croire qu'on a droit à un cadeau. Oui, voilà, mais pour ça se présente vraiment comme quelque chose de totalement gratuit. Utiliser mon logiciel de manière gratuite, et pourtant il y a quand même une forme de récupération de l'utilisation. Et c'est le cas dans la presse aussi, les gratuits, c'est... Enfin, c'est pas forcément synonyme de progrès, quoi, la gratuité. Et que dans le cas du transport, comme on disait, je sais plus qui, je sais plus qui, c'est vous qui disiez ça, je crois, les gens payent quand même de par leurs impôts. C'est moins fort, mais c'est effectivement vrai. Et les choses si on continue de rémunérer le travail, si on continue de rémunérer les matériaux, les choses ont un coût. Et si les gens peuvent avoir un usage stupide ou irrationnel de la gratuité dans les transports,
le cas de l'étalement, ce que disait le monsieur dans l'interview, c'est ça. Il dit c'est déjà le cas, les transports contribuent à l'étalement urbain, les rendre gratuits contribuera encore à l'économie. Et il y a, par exemple, à Aubagne, dans d'autres villes, ils observent une hausse de la fréquentation des bus, mais c'est pas forcément des automobilistes. C'est des gens qui allaient à pied avant, ou qui peuvent y aller à pied ou en vélo. Pour ça, en tout cas, c'est un contre-argument. Donc il n'y a pas de baisse significative de la circulation automobile. Ça n'a pas d'influence, peu d'influence sur les embouteillages ou la pollution. Ça doit forcément en avoir une, parce qu'il y a une partie des automobilistes qui prend maintenant les bus, mais j'ai pas de chiffres là-dessus. Mais... c'est important aussi. Oui, mais aussi ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que en fait les gens se mélangent aussi dans les transports en commun. C'est au-delà de l'argument écologique, quoi. Ah, mais de toute façon, pas que ce soit gratuit ou payant, enfin, je pense que les transports collectifs sont l'avenir des transports, ça c'est évident. Donc ça c'est bien au moins pour ça. Après, sur la différence entre la gratuité de Facebook ou de Google ou de ces trucs-là, ou la presse gratuite, comme ou la presse gratuite, c'est qu'il y a quand même une grosse différence, c'est que dans les cas de gratuité de transport public ou de jardinière, on a quand même la conscience de faire partie, d'être membre d'une communauté, et on sait quand même qu'il y a des personnes qui travaillent pour les autres. Donc même, je pense, quand tu te sers, tu gardes quand même dans ta tête l'idée d'un contre-don possible, différé, ailleurs. Oui, tout à fait, certainement. Tandis que quand tu utilises Facebook, à aucun moment tu te dis il va falloir que je fasse un contre-don. Jamais. T'es pas du tout dans la même optique ni dans Google. Et je pense que la plupart des... Quand tu prends le transport en commun, t'as quand même... je pense que les gens savent qu'ils sont dans des collectifs et dans des communautés et que c'est une prise en charge de collectifs, de communautés. Non. Je serais un peu nuancé, parce qu'il y a quand même un bien commun assez fondamental à la sécurité sociale. On a tellement pris de distance par rapport... Il y a un film qui va sortir d'ailleurs, qui rappelle certains éléments, même si c'est un peu biaisé de la façon dont ça s'est construit. Mais on a oublié que c'était un bien commun, que c'était normalement géré par les usagers et non pas géré par l'État. Ça a été récupéré par l'État. Maintenant, les gens considèrent ça comme une administration, et la notion effectivement et de cotisation, charge sociale, et de mise en commun a pris énormément de distance. Et ça, c'est quand même un risque aussi, à un moment donné, si au niveau culturel, il n'y a pas cette compréhension-là, on accepte un peu tout, on accepte le ticket modérateur, on accepte de payer un peu, le forfait hospitalier, qui est tout petit au début, c'est comme pour c'était symbolique au début, c'était un peu plus important qu'on est hospitalisé, la somme qu'on doit payer pour l'hébergement est considérable. Mais il ne faut pas perdre la distance justement. Et quelquefois ces gros appareils sont tellement lourds que les gens ne se rendent plus compte de ce que ça représente. J'ai eu une petite expérience aux Comores en l'occurrence, où il n'y a plus rien, il n'y a même plus de recensement de la population, il n'y a plus d'état civil, parce que ça pousse un peu loin, et donc entendu il n'y a pas de sécurité sociale. Les gens ils en ont construit une. Dans le village, ils ont mis les choses en commun pour que quand on est malade, on puisse acheter les médicaments. Parce que sinon, donc ils ont décidé de construire par roulement, ils construisaient des bâtiments pour ceux qui pouvaient les payer. Par exemple, des écoles, ils le faisaient ça pour le gouvernement, ou alors ils hébergeaient des touristes, ce qui n'allait pas bien loin, mais ça permettait. Ils avaient reconstruit une sécurité sociale. Je trouve que c'est là, pour le coup, ils savaient ce que ça voulait dire. Mais pour rejoindre ce que tu dis, Alain, dans la notion de gratuité organisée par la collectivité publique, c'est finalement une nouvelle façon aussi de faire de la politique, dans le sens où l'idée c'est d'essayer de dégager une volonté collective, de déterminer quels vont être les domaines qu'on va choisir comme étant gratuits. C'est vraiment cette idée-là. Dans la question de la gratuité, c'est de... Enfin, en tout cas, par rapport à des services, entre guillemets, qui peuvent être donnés par la collectivité, c'est
c'est que des élus va consulter sa population pour déterminer ensemble qu'est-ce qu'on considère comme étant fondamental, qu'est-ce qu'on considère comme étant un bien dont tout le monde doit avoir accès. Et donc cette définition collective, c'est une nouvelle forme de gouvernance aussi, c'est une nouvelle forme de faire de la politique, et le fait que ce soit un choix collectif, et finalement il y a un respect aussi du bien que l'on met en gratuité, puisque c'est un choix fait par la collectivité de dire qu'à un moment donné on estime que ce bien-là il est indispensable et donc on doit le mettre à disposition de tous. Et donc du coup c'est vrai que dans tous les aspects de gratuité qu'on a abordés, il y avait différents niveaux. Il y a la gratuité organisée dans le cadre d'une structure comme les incroyables incomestibles. La gratuité dont tu parlais tout à l'heure du spectacle. Finalement, je pense pas que ça rentre dans ce cadre-là, parce que quand on parle de gratuité, par exemple, de l'école, du transport, de l'eau, pour moi derrière il y a l'aspect de on a conscience que collectivement on fait un choix. Et c'est un choix de société, donc du coup ce choix on le respecte. Mais on pourrait aussi décider de rendre la culture gratuite. Mais dans ce cas-là, il y a un choix collectif. Donc du coup pour moi, on n'est pas forcément sur le même élément déclencheur de la gratuité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je vais juste rapporter une anecdote. Tu sais, quand on avait parlé des transports en public gratuits, et un des arguments qui avait été donné pour dire qu'il fallait pas le faire, je me rappelle, c'était mais de toute façon, si on met les transports en public gratuits, les gens vont l'utiliser pour aller se promener le dimanche et tout. Et pas pour alors. Et c'était c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une vision utilitariste. Un truc qui devait servir pour aller bosser, mais alors pour aller se balader le dimanche, non, il fallait pas utiliser les transports publics gratuits, quoi. Ça fallait payer. Ça c'est fou, quoi. Oui, c'est fou. C'est bien, en plus c'était pas des gens droits qui c'est ça. Ah ouais, dès l'instant où on met un système payant en place, ça veut dire qu'il faut mettre une structure de gestion financière à côté. Ça veut dire qu'il y a aussi un coût. Donc, mais la collectivité choisit d'investir dans ce domaine. C'est un choix politique. Tu as parlé de référendum tout à l'heure. À Besançon, on n'a pas à se plaindre au niveau du référendum. Ils ont bien marché, en plus on a bien été écoutés, faut le dire. Et la bonne couleur du travail. Attendez, dernièrement on a été consulté sur le nom des bébés tigres de la citadelle. Oui. Vous avez le droit de choisir leur prénom, quoi. Oui, c'est ça. Jean ou Louis. Et du coup, moi j'ai juste une question par rapport à toi. Du coup, la pétition, ça en est où par rapport aussi à... Est-ce qu'elle va être clôturée et présentée à la ville de Besançon? L'idée, c'est de faire un travail, de longue haleine sur toute l'année scolaire. D'accord. Donc, il y a des permanences qui se font devant les écoles. On va continuer à faire des permanences devant les écoles pour recueillir des signatures. Et puis il y a un film qui s'organise, il y a un film qui va être mis en place avec Radio Bip, qui normalement va suivre tout le processus du périscolaire pendant l'année. Donc l'idée c'est de créer aussi un support vidéo. Emma est de l'autre côté, mais du coup, elle pourrait même en parler du coup, c'est compliqué. Donc voilà, l'idée c'est de créer un support vidéo qui est en construction et donc du coup ensuite c'est de présenter à la mairie quand il y aura quelque chose d'assez gros et d'obtenir concrètement c'est de faire reculer la mairie, c'est de faire reculer D'accord, mais alors en attendant là les parents payent. Voilà, c'est ça. Moi je vais mettre un pavé dans la mare, je veux dire que si jamais vous obtenez la gratuité de nouveau à Besançon, vous augmentez l'inégalité de traitement des familles selon si elles habitent dans une ville qui en a les moyens ou si elles habitent à la campagne où il n'y a pas les moyens ou dans des petits villages où là, de toute façon, la question de gratuité ne se pose pas. Il n'y aura pas un collectif pour récolter des signatures, il n'y aura pas suffisamment de monde pour arriver à mettre en place la gratuité. Et donc là, je trouverais ça peut-être un peu injuste.
si on compare une petite bourgade, Ornans, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Si les gens, les parents mettent le développement périscolaire, ils doivent payer, sinon ils ne les mettent pas. Et à Besançon, où il y a plein de possibilités, ils vont avoir en plus cet avantage-là. Donc voilà, c'est une histoire d'inégalité. Je suis d'accord sur le point de départ. Oui, non, mais. Vas-y. Je suis d'accord sur le point de départ du raisonnement, d'accord. Mais nous, ce qu'on dénonce aussi, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on se place. On prend l'exemple de la ville de Besançon, mais on le dénonce dans toute. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est de dénoncer ce qui se passe et de dénoncer la réforme Payon qui a entraîné ceci. Et ce que l'on dénonce, c'est le désengagement de l'État dans sa mission éducative. Ben oui, mais oui, je suis désolée Catherine, mais oui. Donc ça fait partie notamment des arguments qu'on avance, c'est de dire que la réforme Payon a entraîné un désengagement de l'État sur cette thématique-là, puisqu'on a sorti de sa mission éducative ces temps périscolaires. Et nous, on considère que ça en fait partie. Donc on considère que effectivement, le seul garant de l'égalité sur le territoire de la mission éducative, ça doit être l'État. Donc nous, on considère que l'État doit reprendre en main cet aspect-là, il doit financer cet aspect-là, il ne doit pas laisser les communes financer cet aspect-là. Donc évidemment qu'on dénonce ça. Évidemment. C'est un bien commun. Il y a un levier, c'est un levier aussi, si un mouvement comme ça réussit à faire que Besançon se positionne pour la gratuité, il y a un levier communicationnel et politique qui fait que ça peut avoir beaucoup plus d'influence et faire évoluer d'autres municipalités. Principe de la goutte d'eau. Et en fait, moi j'ai un autre argument à avancer dans le même sens. Allez, c'est bien, c'est qu'en fait, ça revient à la définition du bien commun. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un jouit de quelque chose qu'il en prive les autres. Et souvent, c'est un argument qu'on retrouve dans pas mal de trucs. C'est-à-dire qu'on veut interdire à certains des libertés, des privilèges, sous prétexte que les autres les ont pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un jouit de quelque chose, du moment que ça ne te prive pas, pourquoi où est le problème? Et donc, c'est-à-dire que c'était l'argument, tu sais, par exemple, quand on parle j'y avais pensé pour le mariage homosexuel, enfin, je veux dire, les gens ils s'opposent, mais en quoi ça les concerne? Ça les ampute de rien du tout dans leur vie, quoi. Donc, et là j'ai envie de dire, c'est pareil, si ça redevient le payant à Besançon, mais ça prive en non rien du tout. Gratuit. Si ça redevient gratuit, je dis quoi? C'est pareil, ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi l'idée de bien commun, c'est-à-dire que quand quelqu'un a quelque chose, du moment que ça prive pas les autres, on va pas commencer à devenir jaloux ou à considérer que c'est des privilèges, parce que sinon on sait comment ça fait, on s'aligne tous vers le bas, et comme ça on n'a plus personne là de privilèges, et puis Moi, je voudrais revenir sur les résidents ruraux, périurbains et urbains. Pourquoi les gens vont à la campagne? Est-ce que c'est pas un choix? Non mais, pourquoi? Parce que les impôts locaux sont moins chers, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Donc à un moment donné, il y a aussi une compensation. Parce que l'agriculture, je ne sais pas. Mais moi je pense que c'est beaucoup parce que les impôts locaux sont moins chers. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les prestations en contrepartie. On va de la terre. Oui, mais là, je suis pas tout à fait d'accord avec Par contre, là, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi, Patrick, parce que moi, justement, je considère sur ce point-là que l'école publique gratuite, laïque, doit être accessible à tous les enfants, qu'ils soient dans un village, même si ses parents ont décidé d'habiter à Pétaouchneux parce qu'ils payent moins d'impôts, qu'à Besançon ou qu'à Paris. Je veux dire, là, l'accès... L'école publique, elle l'est. Oui. C'est le mot public qui... Parce que c'est des temps particuliers, là. Oui, mais alors du coup, ça revient à ce qu'on a dit au départ. Ça revient à ce qu'on a dit au départ sur le fait de catégoriser les temps périscolaires en dehors, ne pas considérer que ça fait partie de l'école. Sauf que... Oui, mais on peut utiliser un mot et puis derrière on y a mis quoi? Je veux dire, derrière on y a mis des réelles missions éducatives dans les textes. Je dis pas que concrètement c'est ce qui est fait, mais la réforme Payon, elle entraîne une réorganisation du temps scolaire. C'est-à-dire qu'on a transféré, on a donné autant, on a voulu rendre les temps périscolaires comme étant pas uniquement des temps où ils vont courir, faire des jeux, etc. Mais on avait vraiment voulu créer quelque chose, une mission éducative. Donc on considère que par extension, ça fait partie de l'école publique, puisqu'il y a une mission éducative. Et donc le principe constitutionnel doit aussi s'appliquer à ça. Mais c'est un raisonnement. Toujours pas, mais c'est un raisonnement. Je comprends les arguments. Oui. Je veux dire, oui. C'est compliqué.
Ah mais c'est compliqué. Je suis d'accord avec l'ambition de... Oui, mais imaginons que demain, il y a une réforme qui sorte et qui dise que maintenant, l'école publique, avec les enseignants, c'est juste le matin. Et puis l'après-midi, on va utiliser un autre nom. Donc ça s'appellera plus école publique, mais en gros, on fera des missions éducatives. Et donc du coup, on va rendre payant cet argument. Enfin, cet argument va faire qu'on va dire aux parents, maintenant, il faut payer cet après-midi. Enfin, c'est super dangereux comme... Ouais. Surtout qu'en fait c'est la logique générale et que, alors j'ai plus le texte, mais il y a un texte de l'OCDE que je pense tu dois connaître, qui expliquait qu'il fallait amener ponctuellement les parents, et qui date des années 90, et je l'ai là, je pourrais le retrouver, en fait je le retrouverai peut-être et je pourrais donner la référence précise, qui expliquait qu'il fallait amener les parents ponctuellement à payer pour accéder à certains services à l'école, pour en mettre le doigt dans la privatisation de l'école. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dedans, tu sais comment ça se passe, parce que par exemple, et en plus ça va de lien avec l'histoire, tout le truc de Bologne là, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais pas le processus de Bologne, mais tu sais c'est un grand traité européen qui explique en fait de Lisbonne. De Bologne, qui parle sur l'éducation et qui fait le truc par compétence et qui insuffle toute cette idée de compétence. Et du coup, de socle commun. Et là, on voit arriver dans l'école cette idée qu'il y aurait un socle commun. Donc il y aurait une sorte de base minimum requise et le reste serait du bonus. C'est ça. C'est pas le traité de Lisbonne, c'est c'est pas de Bologne, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, en fait, s'il n'y avait pas de... Et l'arrivée d'entreprises pour financer certaines activités qui sont dans le cadre aussi du périscolaire. Oui, j'allais y venir parce que je suis ignorante de ce côté-là, il y a longtemps que je suis du côté de l'école. Mais qui est-ce qui organise ce périscolaire? Est-ce que c'est des intermittents du spectacle? Est-ce que c'est des... C'est quand même une vraie question. Est-ce que c'est des structures? Est-ce que c'est des collectifs? Qu'est-ce qui est... Et leur... Qu'est-ce qu'ils vendent en échange? Je veux dire, il y a forcément un coût dans ce cas-là. Pas forcément tout le temps. Ils le font gratos? Il y en a qui le font. Non, c'est des contrats. C'est des contrats. Mais des contrats très précis. C'est comme pour les contrats, du coup, non? Oui, c'est extrêmement mal payé. C'est des vacataires. Oui, mais c'est très mal payé. Mais il y en a qui font des vacataires. Oui, alors on dira, voilà, c'est gratuit, on peut encore moins vous payer. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas de dire on déshabille Paul pour habiller Pierre. Il y aura vraiment des conséquences sur ceux qui s'occupent de ce périscolaire. Bien sûr. Ce qui me semble qu'il faudrait évoquer aussi, c'est le coût de la gratuité. Parce que, bien entendu, tout le monde sait qu'il y a un coût derrière. Alors, c'est une notion compliquée. Je fais un peu de formation syndicale et j'aborde essentiellement la question de la société et comment les choses s'organisent. C'est un peu c'est partie du débat. Et j'explique qu'il y a des services publics et que les services publics ont un coût et du coup, ça veut dire que ce qui est pris en charge par le service public, c'est aussi un surplus pour les gens. C'est quelque chose qu'ils ne payent pas. L'éducation, c'est, j'ai plus le prix d'un élève annuellement, mais enfin ça représente des sommes énormes si les parents devaient payer. La santé, la police, parce qu'il faut la payer aussi, parce qu'elle a aussi son rôle à jouer, ne l'oublions pas. Et tous ces services donc ont un coût, mais du coup c'est quelque chose qui est mis en commun. Donc j'essaie à chaque fois d'expliquer que ce qui est important, c'est pas seulement ce qu'on touche sur sa feuille de paye, mais tout ce sur quoi on a accès par la mise en commun des services publics. Et donc comment c'est financé? C'est l'impôt. Et bien écoutez, ça c'est pas un débat facile, parce que quand on parle d'impôt, la réaction même de militants syndicaux, c'est dire, attendez, on paye trop d'impôts. C'est la première réaction. Après, on peut arriver à le démonter. Mais c'est la première réaction parce que l'impôt n'est plus légitime comme il l'a été. Alors ce qui pose une vraie question, parce que si on veut parler de gratuité, comment on le finance? Et donc, comment, alors là on retombe sur les questions de démocratie, qui est-ce qui décide, comment on paye l'impôt et comment il est utilisé? Et c'est aussi des questions qu'il faut... Peut-être la 6ème République. On touche la répartition de l'impôt, là... La 6ème République, c'est l'idée juste qu'on sait très bien que nous, quand il y a eu la Révolution française, on est passé de l'impôt à de la contribution... j'ai plus de vocabulaire. Le consentement populaire à l'impôt.
L'impôt a changé de nom, c'est devenu une contribution. Ce qui change beaucoup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait les impôts menés par le roi pour son domaine privé. C'est censitaire. Et c'est passé à une contribution payée par des citoyens. Et là, enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui a l'impression de payer une contribution en tant que citoyen et d'avoir une possibilité d'agir sur la destination des impôts. Je veux dire, là, on est vraiment dans une démocratie qui... On a des contribuables. Ouais, on a des contribuables, ouais. On contribue, ouais. Et j'ai retrouvé mon texte de l'OCDE que je voudrais quand même vous lire parce que je trouve que c'est bien de se rappeler comment il parle de nous. Si on diminue 1996 OCDE, Christian Morrison, étude. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire par exemple les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants. Mais une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement de l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école, mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population. Le meilleur exemple, c'est Dauphine. L'attaque de Dauphine. Ah oui. C'est quoi? Les enseignants sont plus payés, les étudiants payent très cher et on a une fac d'élite. Donc c'est pour ça, le périscolaire, c'est tu mets le doigt dans un engrenage. Ah c'est clair. Et Séverine, tu disais qu'il y avait seulement 800 signatures. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Non, mais à peu près. Je voudrais pas. Il me semble, mais je voudrais pas dire de bêtises parce que le nombre, c'est vraiment pas moi qui le suis et j'ai pas pu avoir ce chiffre. Ça a été mis en place depuis un certain nombre de mois. Non, mais attends. Oui, je sais. Non, ça a été mis en place au mois de mai, puisque la délibération du conseil municipal, c'est avril 2016, le temps d'écrire l'argumentaire, etc. Concrètement, on a commencé à récolter des signatures au mois de juin. Bon, bah, juillet, août, concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, il y avait plein de parents dans les rues. Voilà. Juillet, août. Oui, mais bon, les sensibiliser à cette question-là, c'était un peu compliqué. Et puis, septembre, octobre, novembre, voilà quoi. Donc, oui. Moi, je ne suis pas surpris, si tu veux, pour le peu de nombre de signatures prises, parce que hier soir, j'étais dans Mais je suis pas d'accord avec Oui, bon, c'est relatif. Oui. Hier soir, j'étais dans une structure de démocratie participative qui s'appelle le Conseil des sages de la ville de Besançon, si tu veux. C'est tous des anciens qui sont frappés d'alignement pour plus de 65 ans. Je leur ai dit aujourd'hui qu'il y avait une réunion. On m'a dit tout de suite, ils étaient tous pour le périscolaire payant, si tu veux. Hein? Bon, alors qu'ils ont tous des petits-enfants, tout ça. Ils disent oui, mais c'est rien du tout, 2 à 10 euros. Je leur dis, ouais, mais 10 euros. Je vous rappelle que vous, les anciens, c'est déjà 66 francs, 10 euros. Hein? multiplié par le nombre d'enfants. Hein? C'est des conneries. C'est déjà si on commence à payer, on sait où ça va. Hein? Mais concrètement, quand on va devant les écoles, la majorité des parents signent. Alors après, le pourcentage de signatures varie selon les zones, on va dire. Je veux dire, si on va à Planoise, on va avoir du 100% de signatures pratiquement, tous les parents qui passent. L'autre fois, j'ai été étonnée, on a fait le Vessie un matin de 7h15 à 8h30. Et 7h15, il y avait personne. Vous avez déjà interpellé. Et alors Madame Rousseau est venue. Et alors, étrangement, au début, c'était un peu réticent. 7h15. De quoi 7h15, c'était un peu... Oui, 7h15, c'était pas... Voilà, c'était dur. C'était la France qui va au travail. Et puis après, en fait, soit les gens discutaient quand même. Après, la différence qu'on a pu voir, c'est qu'on y va avec des petits flyers avec l'adresse de l'argumentaire et souvent, ils ne voulaient pas forcément signer tout de suite. Ils entraient en discussion et ils préféraient aller lire l'argumentaire et signer directement sur le site. Alors, est-ce qu'ils font après ou pas, on n'en sait rien. Mais j'ai quand même été étonnée, on a quand même ramassé un certain nombre de signatures à Helvétie quand même. Donc j'étais agréablement surpris, je sais pas, en une heure on a récolté une 40aine de signatures. C'est pas rien quoi pour Helvétie. Vous avez dû les payer. Ouais. Alors il va bientôt être 21h05, il va bientôt être 22h. Oui, je sais. Et donc du coup là le truc c'est que je propose de faire un dernier tour et puis de conclure. Moi j'ai une conclusion parce qu'en fait là on a 2 médias alternatifs plus un troisième avec le monde diplomatique.
Donc il y en a 2 qui sont payantes, c'est-à-dire que globalement il faut payer le journal. Il y a une 3e qui fait de la diffusion gratuite. Et Emma, elle a fait un post aujourd'hui ou hier en disant Radio Bip, c'est une radio qui est importante pour toute la vie militante, locale, associative, byzantine. Et à un moment donné, comme on est content qu'ils viennent, il faudrait bien leur faire un contre-don. Pour qu'on puisse continuer à suivre tout ce qui se passe. Donc voilà. Il faut aller sur le site de Radio Bip et financer. Parce que du coup, c'est de la radio, c'est gratuit. Il y a eu un travail qui a été fait par Pierre Imbert du Monde Diplomatique sur un modèle, il faudrait qu'on l'invite, sur un modèle de financement des médias alternatifs par une redevance. Tu te rappelles de ça? Et il a fait tout un les médias, les gros médias, lui, il est pour le principe d'une information au public, en finançant les infrastructures comme les imprimeries, même la mise en page, etc., de faire un socle commun accessible aux éditeurs de presse, et pour rendre possible les choses. Comment Pour essayer de conserver une presse indépendante. Oui. Face au boulot. Puis après, historiquement, il ne faut pas oublier quand même que là, on fait semblant que par les subventions, on pense que la presse est neutre, mais je veux dire, historiquement, les titres de presse, à la base, elles assumaient clairement leur positionnement politique aussi. C'est-à-dire qu'on savait c'était la presse de qui. Mais là, on nous fait croire que c'est de la presse de personne, alors que c'est de la presse de quelqu'un. Enfin. On est dans l'autocensure maintenant. Il y a de censure. Non, puis le Monde, c'est pris. Enfin, je veux dire, c'est la presse des groupes qui les possèdent. Donc, faut pas non plus. C'est vrai qu'on peut croire que cette presse, elle est neutre politiquement, mais elle n'est pas neutre. Non, elle est pas neutre. Non, mais je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que l'information gratuite, en fait, quand l'information est gratuite, que ce soit les articles gratuits du Monde, que ce soit l'audiovisuel, qu'on paye par la redevance et tout, ou des articles qu'on partage, en fait, c'est pas parce que c'est de l'information, c'est parce que c'est de la communication par des personnes qui ont intérêt à ce qu'un message soit diffusé. C'est-à-dire que la presse a toujours été un moyen de communication par des groupes qui veulent diffuser leur communication. Donc il y a toujours eu l'information, l'humanité par exemple, c'est le journal. Enfin, on sait d'où ça sort. Oui, bien sûr. Donc c'est important aussi de rappeler que les titres de presse qui sont gratuits, qu'on partage gratuitement, c'est qu'on partage l'information en fait d'un groupe. D'un groupe politique quoi. Voilà, donc il est 22h. Si vous avez d'autres interventions, sinon le prochain débat sera sur l'éthique animale, vers la fin de l'animal esclave, point d'interrogation. Donc un grand débat qui sera, je pense, mouvementé. Ça s'était mouvementé la dernière fois. Sur l'écologie, déjà, le débat avait commencé. On parlait d'écologie politique. Et donc sur sur comment on gère l'animal dans nos sociétés, on va dire, quelle place on lui accorde. Donc ça sera le 8 décembre à 20h.